Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous appelez-vous? Roxane. Présentez-vous. Roxane Chaudzec, 32 ans, lyonnaise, vice-présidente de la promotion Jean Raspail. On est tous très impliqués, on donne le meilleur de nous-mêmes pour le colloque soit beau, réussi, pour que tout se passe au mieux. Vous êtes venu ici aujourd'hui? Pour voir les différents intervenants, les stands, se retrouver entre personnes qui partagent les mêmes idées, voilà. Alors je suis venu parce que le colloque est une réunion à laquelle je participe tous les ans. C'est une réunion qui est extrêmement importante à mon sens parce qu'elle nous rappelle un petit peu tous les enjeux de l'Europe aujourd'hui, de notre civilisation et de notre avenir en fait. Et donc avoir un événement qui nous rassemble, qui nous permet de nous rappeler un petit peu tous ces éléments me semble assez important et fondamental pour notre futur. Il y a toujours une très bonne ambiance tous les ans. Il y a différents stands, différentes ambiances justement. Une un peu plus studieuse avec les conférences et les débats. Et une un petit peu plus bon enfant avec les achats de livres et d'objets divers que des artisans européens ont fait. Et puis voilà, le coin buvette, on peut se retrouver, discuter, échanger. C'est toujours un moment important et où on prend plaisir à être ensemble. Alors les thèmes évoluent au fil des ans, donc il n'y a pas de redondance, mais chaque colloque vient apporter une vision avec différents points de vue qui me semblent assez complémentaires et qui permettent de faire avancer notre vision du monde, notre compréhension du monde sur tous ces sujets qui sont fondamentaux pour l'avenir. Nous avons tenu tous les ans un colloque depuis la création de l'Institut du IAD, y compris malgré les années Covid, mais là c'est un colloque dans sa plénitude avec non seulement des conférences mais aussi une exposition artistique, mais aussi des stands. C'est un petit peu ce que nous voulons faire de ces colloques, un opéra européen, un grand opéra européen. Comment se passe cette nouvelle édition du colloque? Je pense qu'elle se passe avec une affluence extrêmement grande et des thèmes très, très forts qui ont été traités. Le débat entre Alain de Benoît et Paul-Marie Couteau, qui a beaucoup tourné sur la distinction entre le public et le privé, qui est une des distinctions fondamentales du politique. Et puis Renaud Camus qui a traité de la question ethnos et police et de la question du grand remplacement et qui a même employé le mot ô combien tabou de race avec une définition dans sa bouche qui est une définition littéraire. Ça a été évidemment des moments très forts de ce colloque. Je note aussi le développement, et j'aime beaucoup l'expression de David Engels, expérientialiste en termes d'espérance pour la civilisation européenne. David Engels, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir répondu présent à l'appel de l'Institut IAD aujourd'hui? Parce que je trouve que toutes les initiatives qui essayent de redéfinir conservatisme moderne et visionnaire et qui surtout essayent de dépasser, disons, un pur nationalisme souverainiste et qui essaie plutôt de s'ouvrir à cette idée d'une Europe éternelle, d'une Europe puissance, sont des initiatives qui sont absolument à supporter. Et donc ça a été vraiment un plaisir de pouvoir intervenir ici et de rencontrer tellement de vieux amis et d'en faire beaucoup de nouveaux. Pourquoi avoir répondu à l'invitation de ILIAD cette année? Ça alors, je n'ai pas hésité une seule seconde, ce sont des amis, je les aime beaucoup, j'étais ravi d'être invité. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu prêcher alors ce matin? J'espère que je ne prêche pas trop, il ne s'agit pas de prêcher, non. Moi d'ailleurs, on m'avait donné un sujet, j'ai essayé de traiter plus ou moins le sujet qu'on m'avait donné, mais comme il était un peu trop savant pour moi, j'ai légèrement dévié. Vous avez souvent employé la notion de race? Absolument, je crois que la notion de race, c'est le mot surtout, plus que la notion qui n'a aucune consistance au fond, qui est tellement polymorphe qu'elle est indéfinissable, mais je crois qu'il est absolument désolant de se priver de ce mot qui est très inscrit dans notre langue depuis toujours, qui a été parfaitement admissible et admis pendant des générations, à peu près jusqu'à De Gaulle, jusqu'au président Pompidou qui l'employait beaucoup. Et tout d'un coup, ce mot est devenu complètement tabou, ce qui est totalement absurde. Julien Rochdy, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous venez faire ici? J'interviens cet après-midi avec Michel Maffesoli sur la question des élites et du peuple. D'accord. Et pourquoi avoir répondu présent là?
parce que je suis le travail de l'Iliade depuis déjà un certain nombre d'années. On a les mêmes références, on va dire. Et je trouve leur travail très bon et toutes leurs initiatives assez excellentes. Donc j'ai accepté avec grand plaisir de venir participer à ce colloque. Benedikt Kaiser, guten Tag. Willkommen in Frankreich, in Paris. Wie kennen Sie Institut Iliade? Wir waren vor einigen Jahren schon mal hier, durften da sein, als Philipp Stein einen Vortrag gehalten hat. Das war bei der ersten Iliade-Veranstaltung hier auch in der Maison de la Chimie. Und wir hatten vorher Kontakt über Dominique Venner und wir haben natürlich verfolgt seine Geste und seinen Tod. Und dann haben wir natürlich auch verfolgt, was hier aufgebaut wurde, was Großartiges hier geleistet wird. Und deswegen haben wir gesagt, dieses Jahr durch Corona endlich wieder möglich. Und wir sind beeindruckt, also was hier aufgebaut wurde, wie viele Menschen hier da sind. Fantastische Vorträge, eine großartige Vernetzungsveranstaltung in einem herrlichen Ambiente. Und sprechen zusammen von den Ideen. Ja. Sind die Ideen von Institut Iliade bekannt in Deutschland? Kann man tauschen, kann man sprechen zusammen zwischen deutschen Leuten und französischen Leuten? Um ehrlich zu sein, könnte das noch etwas ausgebaut werden. Also ich glaube generell, dass der deutsch-französische Austausch im Jahre 2022 noch besser funktionieren könnte, von beiden Seiten. In Deutschland ist es so, Alain Benoit hat eine Leserschaft, Dominique Venner hat eine Leserschaft, aber darüber hinaus, Element, Nouvelle École, das ist noch wenig bekannt. Also es gibt natürlich eine Leserschar, eine kleine treue Leserschar, aber man könnte all das, was hier existiert, an verschiedenen Bildungseinrichtungen, an Instituten, könnte man noch bekannter machen in Deutschland, damit auch die Ideen besser zirkulieren, damit der Ideentransfer auch besser funktioniert. Man muss eine Veranstaltung in Deutschland zusammen organisieren, zum Beispiel in Dresden. Ja, das wäre fantastisch, das wäre fantastisch. Bonjour, je suis Pierre-Alexandre Bouclet, je suis président de Radio Courtoisie depuis septembre 2021 et je suis également le directeur de la communication et du marketing de SOS Chrétien d'Orient. D'accord. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors je suis là aujourd'hui à l'invitation de Romain Petitjean qui m'a demandé d'animer une table ronde sur la formation des cadres français et européens et c'est un sujet qui me parle particulièrement puisque à Radio Courtoisie précisément on a cette habitude de former des gens, que ce soit au bulletin de réinformation, maintenant dans la matinale ou dans nos émissions. C'est chez nous que sont venus faire leurs premières armes des gens comme Charlotte Dornelas, Gabriel Cluzel, Geoffroy Lejeune, qui sont aujourd'hui des personnalités connues dans nos milieux. Et avec SOS Chrétien d'Orient, on a formé 2300 personnes en quelques années à qui on fournit justement une formation professionnelle, idéologique, spirituelle. Et donc voilà, c'est un sujet qui par nature me parlait beaucoup et en plus ça me fait plaisir de retrouver des vieux amis puisque ceux qui vont intervenir ce soir, généralement je les connais depuis une vingtaine d'années, on a cheminé ensemble. Donc c'est aussi un moment d'amitié fort sympathique. Alors comment s'est passé ce colloque 2022 ? Très bien, on a une affluence d'un plus d'un millier de personnes. Ce colloque donc à la Maison de la Chimie, au cœur de la capitale, réunit est le plus gros rassemblement d'une certaine façon des identitaires qui réfléchissent aux idées qui mènent le monde. On essaye d'émerger un peu de la surface, d'échapper d'une certaine façon à l'hystérie médiatique, surtout en période électorale. Champ que nous ne récusons pas du tout, tous les champs doivent être investis. Ceci dit, la bataille des idées, qui est vraiment le champ qui nous est propre et qui nous intéresse, doit être menée. Et donc parler du politique aujourd'hui est absolument fondamental. Où est le politique ? Où est le réel pouvoir ? Quelle est la part de souveraineté, quelle est la part de pouvoir que nous-mêmes nous pouvons avoir en tant qu'individus, en tant que communauté, en tant que nation, en tant que peuple ? C'est autant de questions, je pense, auxquelles nous avons répondu aujourd'hui avec des invités prestigieux, des tables rondes, etc. Il y a de l'espoir et à nous donc de restaurer le politique, c'est le thème du forum, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup à Nicolas Faure d'avoir animé cette table ronde, Pierre-Antoine Plaquevent, Férenc Salmassi, Michel Geoffroy. C'est une très bonne idée d'organiser ça sous forme de table ronde parce que ça fait une synergie d'esprit qui est intéressante, je trouve, même pour soi-même. Oui, c'est très bien, c'est toujours un plaisir de pouvoir être face à un public qui n'a pas besoin de tout expliquer. C'est-à-dire que le public de l'Iliade, on sait que c'est un public qui est déjà assez bien formé,
qui est au fait d'un certain nombre de sujets, ce qui permet d'aller un peu plus loin, même si évidemment le temps imparti, on a toujours envie de parler plus, on a toujours plus de choses à dire, mais en tout cas c'est vraiment un plaisir d'être là. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots pourquoi TV Liberté expose aujourd'hui ? Eh bien, TV Liberté est un fidèle partenaire de l'Institut Iliade puisque nous avons couvert l'ensemble des événements depuis la première année. C'est absolument naturel pour nous de tenir un stand à l'invitation de nos amis. Alors le NI, c'est l'incubateur de l'Institut Iliade. C'est-à-dire que nous accompagnons des projets d'associations ou d'entreprises, soit déjà créés, soit des projets de création. C'est un accompagnement qui se situe à tous les niveaux. Ça peut être un accompagnement, on va dire, en ressources humaines, en ressources financières, un accompagnement en conseil, surtout du conseil, c'est le principe de l'incubateur, pour que les projets qui gravitent autour de l'Institut Iliade, qui partagent les valeurs de l'Institut Iliade, eh bien fonctionnent, grandissent, changent d'échelle et commencent à faire bouger les choses dans la société. Tous les ans, on est plusieurs artistes à produire des œuvres et ensuite à en faire soit des tirages d'art numérotés, soit des posters. Et voilà, et donc en général, ça tourne autour des thèmes proches de l'Iliade quand même, c'est une des thématiques imposées. Vous êtes un collectif en particulier ? Et non, pas du tout. On est vraiment ouvert en fait aux membres de l'Iliade ou pas forcément. Et le but, c'est vraiment au contraire de promouvoir l'art, de se réapproprier en fait l'art. Nous avons la chance d'avoir le mécénat de l'Iliade pour éditer cette collection. Donc nous avons un certain nombre d'albums centrés sur la mythologie et sur l'histoire qui sont accessibles à des enfants à partir de 5 ou 6 ans et qui racontent dans une langue très correcte avec de très jolies illustrations, donc différentes légendes ou différents événements historiques. Le club, vous pouvez le voir comme l'instance à la fois mécénale de l'Iliade et son conseil d'administration informel, si vous voulez, qui va épauler notamment dans ses missions les cercles dirigeants, le premier cercle de l'Iliade, dans à la fois le déploiement, la création et la concrétisation de ces axes de travail. Alors très notamment, ça c'est quelque chose à souligner, aujourd'hui le colloque est en grande partie financé donc par l'effort pécunier du club et l'énergie déployée par ses membres. Voilà. Donc, alors il n'y a pas que ça, on va aussi le club finance un grand nombre de projets qui et va les accompagner sur la durée. Je pense notamment au NI que vous avez en face de vous, un stand que vous allez sans doute superbe, là encore interviewé, et donc qui est soutenu en bonne part par les mécènes et donc le soutien à la fois évidemment financier mais aussi logistique et gestionnaire, on va dire, du club. Pourquoi le Club des 100 s'appelle le Club des 100 ? C'est parce qu'initialement on avait eu l'idée d'arriver à ce nombre symbolique donc de membres. Alors aujourd'hui, je peux vous dire qu'on l'a dépassé, ce qui est la très bonne nouvelle, et on est toujours en recherche, en expansion. Ça passe évidemment par la cooptation, et aujourd'hui il était à la cooptation, mais aussi donc la présence du club au sein des stands pour pouvoir donc essayer de recruter le plus possible, voilà, et de faire grandir d'une certaine manière ce club dans l'institut, ce club dans le club. Très bien. Merci. Voilà, je vous en prie. Alors je suis pâtissière et pour Pâques j'ai une gamme de chocolat et je travaille en bio et en local au maximum ou français. On m'a proposé d'avoir un stand et du coup j'ai accepté et ce sont que des chocolats donc j'essaye de vraiment me fournir en local, donc je pense que c'est quelque chose qui correspond aussi aux valeurs par rapport à l'Iliade. J'essaye de prendre que des produits français ou vraiment d'Île-de-France. Là on va dire c'est un portfolio animé de plusieurs extraits de films d'animation que j'ai fait. Donc c'est la technique qu'on appelle en anglais le stop motion, donc c'est du film d'animation en volume. C'est-à-dire donc je réalise des marionnettes que j'anime en prenant des photos et en faisant des montages. Et là donc j'ai un projet en cours d'animation de quelques parties du Ring, donc l'anneau du Nibelung de Richard Wagner, que j'anime. Donc là il n'y a pas le son, mais que j'anime en fait la musique de Wagner avec des scénettes, avec ce genre de personnages. Alors principalement des objets en bois, en cuir et en tissu, puisque c'est de la soie, du lin
et des lanières en cuir, ainsi que des découpes au scalpel. Et cette année, j'ai préparé une collection complète sur le thème du labyrinthe qui est cher au symbolisme européen. Donc je suis un ancien maître d'art, je suis sculpteur ornemaniste, j'ai restauré des châteaux, j'ai touché des gros objets, des petits objets. Mon métier est un métier de patrimoine et ici je vends des épinglettes, des affiquets. Affiquet est un joli vieux mot du XIVe siècle qui est beaucoup plus fin et signifiant que le mot de pins par exemple. Et ce sont des objets plaqués or à 24 carats ou en argent qui sont des raccourcis de nos mémoires d'héraldisme, d'alchimie, d'astrologie, de symbolique. Ce sont des clés d'inconscient, comme dirait Jung. Culture viking, culture... De tout, c'est européen. J'ai des aigles Romanov, j'ai des aigles vikings, j'ai l'abeille de Mérové qui a été repris par Napoléon Ier, j'ai Junon, la déesse de la force, j'ai Périclès. C'est vous qui les faites ou... Alors, c'est tiré avec des matrices qui sont des blocs d'acier, c'est la technique des monnaies et médailles, et c'est l'école de Paris. Certaines matrices datent de plusieurs siècles, et Paris était capitale du monde de l'estampage. C'est une tradition qui vient des Gaulois, parce que les Gaulois étaient déjà des maîtres métalliers. C'est Vercingétorix. Et les Gaulois étaient des maîtres, faisaient des bijoux et des pièces de monnaie remarquables. Même les Grecs les admiraient. Alors que pour que les Grecs admirent du savoir-faire étranger, il fallait que ce soit vraiment de belle qualité. Moi, je suis reine. Eh bien, aie pitié de moi. Vis. Le cadavre de ton frère qui pourrit sous ma fenêtre, c'est assez payé pour que l'ordre règne dans Thèbes. Mon fils t'aime. Ne m'oblige pas à payer encore avec toi. J'ai assez payé. Ben là, on est un peu plus d'un millier, donc oui, c'est un succès d'audience. On est à 1200 environ, donc ça fait beaucoup de monde. Et surtout, les têtes se renouvellent. C'est-à-dire qu'il y a énormément de nouvelles têtes, énormément de jeunesse qui s'intéresse à ce qu'on fait. Bon, ben ça, c'est un critère qualitatif qui est presque plus important que le critère quantitatif. Et puis, pendant les contraintes de la Corona-folie, nous avons maintenu le colloque. On aurait pu l'annuler, on aurait pu se contraindre. Et donc, nous avons tout fait pour maintenir, pour dire que même quand on nous impose de nous museler de façon inique, il fallait continuer à tenir. Et là, aujourd'hui, on retrouve, c'est complètement épisodique, puisque les contraintes ont été levées pour l'élection présidentielle, pour que Macron soit réélu. Enfin, je veux dire, personne n'est dupe. Donc voilà, ça va revenir en septembre. Et donc, j'encourage tous les gens qui nous écoutent, nous suivent, à résister sur ces sujets qui sont vraiment c'est une ingénierie sociale qui participe justement de cette domestication de l'homme. Et je suis absolument fasciné et choqué par la capacité de beaucoup d'entre nous à se coucher au lieu de résister. Chaque geste de résistance face à ces mesures iniques doivent vraiment être encouragés. Je souhaitais appeler à moi les stagiaires et les auditeurs de l'Institut Iliade qui sont la force vive de ce que nous sommes. Merci de nous rejoindre sur scène.